Alors, vu tout ce que je vous ai dit sur les algues alimentaires au Japon, bon, ça a fait un peu tilt et on a voulu explorer un peu plus ça. On est allé voir dans le génome en fait de cette bactérie marine où se trouvaient nos gènes de porphyranase. Donc ici, vous avez ici des gènes correspondant à la bactérie intestinale japonaise. Ici, vous avez le gène de la porphyranase qui est 50% identique avec la séquence de porphyranase de la bactérie marine, de Zobelia. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la zone où il y a notre gène de porphyranase, on avait 11 gènes dont le plus proche parent se trouvait chez des bactéries marines, mais pas du tout chez d'autres espèces de bactéroïdes intestinaux. Et 6 de ces gènes sont uniquement conservés chez des bactéries marines. Et quand on regardait la fonction de ces différents gènes, on a trouvé une bêta-agarase ici, qui dégrade donc également un polysaccharide d'algues rouges. On a trouvé, plus tard on a démontré la fonction de cette enzyme qui catalyse la dernière étape de dégradation de l'agar. De l'autre côté, on a trouvé des sulfatases, donc ce sont des enzymes qui enlèvent les groupements sulfates, et je vous ai parlé que le porphyrane c'est une molécule de galactose sulfatée, etc., etc. Donc en fait, toute cette zone, c'est ce qu'on appelle un opéron de dégradation du porphyrane, d'une algue rouge, qui se trouve chez une bactérie intestinale. Donc ce qu'on a démontré, c'est que cette bactérie intestinale a acquis un opéron complet de dégradation du porphyrane à partir d'une bactérie marine ancestrale. Comment c'est possible une histoire pareille? Donc on a poursuivi notre analyse et bon, dans les dernières années, en fait, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe, il y a eu des grands programmes de séquençage de ce qu'on appelle la microflore intestinale. Les scientifiques, ils veulent savoir, on a plein de bactéries dans notre intestin. Ce sont des bactéries qui, pour la plupart, dégradent justement des polysaccharides. Dans le génome humain, nous avons des enzymes pour dégrader l'amidon. Quand vous mettez un morceau de pain dans votre bouche, vous le laissez un peu s'humecter, rapidement vous allez avoir un goût sucré. Bon, ben ça c'est un gène codé par le génome humain, une amylase qui dégrade l'amylon. Vous pourrez faire l'expérience. Donc on a des enzymes pour dégrader l'amidon, on a des enzymes pour dégrader le saccharose, toujours notre sucre que vous mettez dans le café, et c'est tout. On n'est pas capable par nous-mêmes de dégrader autre chose. Quand vous mangez de la salade, dans la salade vous avez de la cellulose dont je vous ai parlé, on n'est pas capable de la digérer, et en fait ce sont nos bactéries intestinales qui vont dégrader en fait la cellulose pour nous, et on va en tirer un petit peu d'énergie. Et ben donc les médecins, tout ça s'intéresse beaucoup à cette flore de bactéries qu'on a en nous, et savoir ce qu'elles font, quoi. Donc ils séquencent massivement en fait ces bactéries, et nous on a pu bénéficier de ces séquences et regarder si par hasard nos porphyranases de bactéries marines, est-ce qu'elles avaient des parentes dans les microflores intestinales. Et donc on a trouvé qu'elles étaient fréquentes dans la microflore intestinale des Japonais. Dans 38% des individus, on avait notre gène de porphyranase. Elles sont totalement absentes, pour l'instant en tout cas, des individus qui ont été testés en fait de microflore intestinale chez les Américains, chez les Danois également. Et ça, plus récemment, on a trouvé bizarrement, il y avait également la présence de porphyranase dans une minorité en fait d'Espagnols, 10%. Donc quel est le rationnel derrière tout ça? Donc on a montré qu'il y avait un transfert de gènes de porphyranase de bactéries marines vers donc au moins des Japonais et des Espagnols. On est sûr pour une bactérie isolée, donc Bacteroides pleubeus. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, des bactéries marines en fait, sont naturellement associées à différents produits de la mer. Quand vous avez une algue à Roscoff, à sa surface, vous avez des bactéries marines. Quand les Japonais préparent ce qu'on appelle le nori, donc, qui est l'algue porphyra, qui est en fait l'algue la plus consommée au monde, c'est celle qui entoure c'est l'algue noire qui entoure les maki sushi, et bien en fait c'est une algue rouge séchée.
Et donc en fait il est à lave avec de l'eau et il sèche, mais en fait l'algue elle n'est pas stérile, donc il reste en fait des bactéries marines associées à la surface. Et donc en ingérant donc, ces algues, à un moment ou un autre, il y a eu contact au cours de l'évolution chez les Japonais de bactéries marines avec les bactéries intestinales de l'intestin des Japonais. Et donc là, c'est assez simple pour expliquer ce transfert. Pour les Espagnols, c'était un tout petit peu plus compliqué. Les Espagnols ne sont pas vraiment réputés pour manger des algues. Alors comment ça se fait qu'ils ont dans leur intestin, chez une minorité, des enzymes pour dégrader des polysaccharides d'algues rouges? Eh bien en fait, notre hypothèse c'est que le transfert aurait pu lieu avoir via les fruits de mer. Parce qu'en fait les Espagnols sont la deuxième nation après les Japonais, deuxième nation au monde pour la consommation en fait, de fruits de mer. Alors comment ça se ferait que des bactéries marines dégradant des polysaccharides d'algues puissent se trouver sur par exemple des huîtres ou des moules, etc. Eh bien en fait on connaît déjà ce type de bactérie. Il y a une bactérie en fait qui s'appelle Pseudoalteromonas atlantica, qui est une bactérie qui dégrade l'agar et qui est connue depuis au moins 30 ans. Et en fait cette bactérie n'a pas été isolée à partir d'une algue, mais en fait sur un crabe. Donc en fait évidemment dans l'eau de mer, nos bactéries, à côté de nos algues, il y a des crabes, il y a des petits oursins, tout ça vit ensemble. Et donc les bactéries qui flottent un peu dans l'eau de mer, eh ben, un coup elles peuvent se retrouver associées à une algue, un coup elles peuvent se retrouver associées en fait à un animal marin. Donc c'est comme ça qu'on explique ça. Alors plus généralement pour conclure, donc on a mis en évidence en fait pour la première fois qu'il était possible d'avoir des transferts entre des bactéries environnementales et des bactéries intestinales. Et ce qu'on pense, c'est qu'au cours de l'évolution des animaux, en particulier des herbivores, dès que des animaux, que ce soit dans la mer ou sur Terre, un escargot qui a commencé à manger une feuille de salade, en avalant sa salade, il avale en fait des bactéries, cette fois-ci terrestres, qui vivent à la surface des plantes. Et il y a une possibilité, une probabilité d'échange entre ces bactéries environnementales qui possèdent plein d'enzymes pour dégrader les plantes et nos bactéries intestinales. Et donc c'est ainsi qu'on pense que progressivement, les bactéries intestinales qui sont spécialisées dans la dégradation des polysaccharides que nous ingérons, en fait, ont acquis progressivement des tas d'ustensiles qui leur ont été fournis par des bactéries de l'extérieur, de l'environnement. Et donc, au cours de cet exposé, j'espère vous avoir démontré que nous avons des interactions à la fois entre nous humains, les algues, pour différentes activités, que ce soit alimentaires ou industrielles. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier les bactéries marines qui vivent aux alentours. Et je voudrais finir par remercier notre équipe, qui est actuellement dirigée par Myriam Chizek, Jan-Hendrik Mann qui est parti maintenant en postdoc au Canada et celui qui a travaillé sur le fameux Sushi Factor, et d'autres étudiants, mon collègue Tristan Barberon avec qui j'ai annoté le génome de Zobelia, Cécile Hervé qui est dans la salle, qui a travaillé aussi sur l'algue brune Ectocarpus et qui travaille actuellement aussi sur le génome de l'algue rouge Chondrus crispus que nous avons fini de séquencer, et bien sûr Bernard Clorec qui avait fondé cette équipe. Puis je vous remercie de votre attention.